On passe maintenant à notre quatrième texte qui s'appelle Entre de Rémi Labrec, qui n'est pas dans la salle, si je m'abuse. Non? OK. C'est des extraits et puis c'est un monologue que Gabriel Gosselin va lire pour nous. C'est un monologue d'un personnage qui s'appelle Octave Lardon. Début quarantaine, typecasting. Tenue et coiffure assez conservatrice. OK, pas de typecasting. Pas tant chic, mais d'apparence plus soignée qu'entièrement relâchée. Ressemble plus à un employé de bureau qu'un rocker. Au centre d'appel où je m'étais trouvé une job, je me débrouillais bien. On m'a souvent demandé après, ça n'a pas été un choc arriver à Montréal, la Saskatchewan? Oui, peut-être si j'étais un fermier. J'ai un cousin qui est rancher. Probablement que ce serait assez déboussolant pour lui de débarquer à Montréal puis d'essayer d'y vivre. Mais moi, j'avais déjà vécu à Regina pendant longtemps. Je connaissais la réalité urbaine. J'étais pas quelqu'un qui arrivait direct de la campagne. Il y avait des choses de différentes, oui, langue majoritaire oblige, mais sinon, en termes de culture, ça n'a pas été un choc, non? Dans le premier groupe de formation au centre d'appel, par exemple, où on a passé 5 semaines intensives ensemble, c'était la première fois que je passais tant de temps avec des gens d'autres cultures. C'est-à-dire des gens pour qui la différence culturelle était plus assumée, si on veut. En Saskatchewan, à l'école, dans les années 80 et 90, oui, il y avait du monde d'origines diverses, mais je pense que vu qu'ils étaient si peu nombreux, c'était comme s'ils fondaient dans le décor. Alors qu'on dirait, cette première expérience-là dans le centre d'appel à Montréal, ça a été la preuve pour moi qu'il n'y a pas de culture qui sont des trous de cul. C'est qu'il y a des gens qui sont des trous de cul. Il y a tout le temps des mauvais représentants dans chaque groupe. Même les gens au sein de ce groupe-là, ils se disent « Ouf! » Ils roulent les yeux, tu sais. Première chose que j'ai remarqué, par exemple, c'est qu'il y avait d'autres groupes que je connaissais pas. Par exemple, dans l'Ouest, là, quand j'y retourne, il y a beaucoup plus de gens des Philippines ou venus d'Afrique maintenant. Mais quand j'étais plus jeune, les deux gros groupes, c'était surtout les Blancs et les Autochtones. On avait très peu de contacts. Il n'y avait pas tant d'interaction, à part peut-être au centre d'achat du centre-ville, où il y avait des groupes qui se parlaient des fois, mais sinon, c'était pas mal chacun de son bord. Ça a été mon expérience, en tout cas. Ceux parmi nos amis à l'école qui avaient des origines métisses ou autres, on n'en parlait pas vraiment. Donc, toute cette rhétorique, si je peux dire, qu'on apprenait à l'école contre le racisme et tout ça, on l'a jamais vraiment mise en pratique parce que on s'est pas forcé à aller à la rencontre de l'autre de manière constante ou assidue, mettons. Mais c'est ça. Quand je suis arrivé dans un environnement à Montréal, au centre d'appel, avec des groupes que j'avais jamais côtoyés, des Italiens, des Portugais, des Haïtiens, des Arabes, je connaissais pas ça. J'avais déjà eu un prof à la petite école qui venait de Tunisie ou d'Algérie, je pense, mais je savais pas que c'était une catégorie, les Arabes. Que les gens avaient des stéréotypes pour ce groupe-là, qu'il y a du monde qui dit « Moi, j'aime pas les Arabes ». J'avais jamais entendu ça. Il y avait un gars dans mon groupe de travail qui m'a dit « Moi, je viens de Gatineau, puis le monde sont super racistes envers les Arabes là-bas. » Puis évidemment, j'ai toujours su qu'il y avait des gros problèmes de racisme envers les Noirs aux États-Unis, mais que je connaissais bien les tensions entre le monde venu d'Europe il y a longtemps et les premiers peuples en Saskatchewan. Mais c'était juste étonnant de voir ce genre d'attitude méprisante pouvant aussi cibler des groupes dont j'avais même jamais vraiment eu idée qu'ils existaient. Ça a été un peu mêlant pour moi quand je suis arrivé à la formation au centre-ville de Montréal, dans la place Bonaventure, parce que, comme je vous dis, je m'étais toujours vu comme francophone, puis là, je pense que les autres avec qui je suivais la formation, ils ont remarqué que probablement, je sais pas si on peut dire que j'étais plus à l'aise en anglais qu'en français, je pense pas, hein? Mais j'étais probablement plus à l'aise en anglais que bon nombre d'entre eux, à part ceux, évidemment, qui étaient anglophones. Donc, dont un avec qui je suis devenu assez bon ami. Il m'a pris sous son aile. C'était un gars de NDG. Pour vous donner un exemple, il y avait une fille hispanophone qui était dans mon groupe de formation, puis elle était
vraiment pas bonne en anglais. Elle avait beaucoup de misère. Elle était super bonne en français, mais quand elle devait parler anglais, elle paniquait un peu. Il y avait un logiciel de formation qu'il fallait qu'on utilise. Puis là, elle a vu que j'ai choisi de le faire en français. Elle m'a dit, « Oui, mais toi, t'es meilleur en anglais. Pourquoi tu le fais pas en anglais? » Un peu sur la défensive, j'ai répondu, « Ben oui, c'est parce que je veux m'améliorer en français. » C'est pour ça que je le fais en français, la formation. J'avais passé toute mon enfance, toute ma vie jusque-là, à tout le temps dire, à expliquer à du monde qui parlait anglais en Saskatchewan, « Oh, I'm French. I'm French. » Tu sais? Puis là, tout d'un coup, quand je suis rendu au Québec, c'est « Ah, toi, t'es anglophone, tu dois comprendre ça. » Pour le sentiment d'appartenance, disons, j'étais toute mêlée. J'avais la tête qui tournait un peu, mais j'étais tout le temps quand même dans l'intention de m'améliorer, de me fondre, de me fondre dans la majorité. J'ai vite compris aussi que le même genre de, je veux pas dire méfiance, mais le sentiment que ça allait des deux bords, pour ceux qui se sentaient plutôt juste dans un camp de cette séparation des langues français-anglais. C'est comme mon ami, justement, je vous disais, de NDG. Il était un peu plus vieux que moi. Il avait grandi à Montréal. Lui, je me rappelle une fois, je sais pas de qui il parlait, mais il avait plissé les yeux en disant « Oh yeah, she's one of those West Island perfectly bilingual types. » Puis moi-même, j'étais surpris la première fois que ça m'est arrivé de voir une fille comme ça dans une autre job temporaire, plate, là, l'été suivant. Je sais pas si elle venait du West Island, mais elle parlait parfaitement français, aucune trace d'accent anglo. Puis là, quand elle parlait à d'autres collègues en anglais, c'était de l'anglais parfait. On n'aurait jamais pu deviner qu'elle était francophone. C'est vrai que c'est comme étrange, hein? On entend ça, puis on se dit, mais comment ça se peut? Fait que ce genre de division-là est devenue plus apparente à mes yeux. Mais c'est pareil, par exemple. Une des premières fois que j'étais assis à regarder la télé avec un de mes amis à Montréal, on regardait, je sais pas si c'était TQS ou quelque chose, puis l'animatrice arrêtait pas de dire « Au Canada anglais, au Canada anglais ». Puis j'ai dit « Pourquoi ils disent tout le temps « au Canada anglais » ? Pourquoi ils disent pas juste « au Canada » ? Puis mon ami, il m'avait regardé comme « Ben, that's what it is, dude ». Je me t'ai dit « Ouais, c'est vrai, hein ». Parce que moi, je venais du Canada anglais sans vraiment... J'avais tout le temps entendu French Canada. On parlait plus trop du Canada français quand je grandissais. Ça commençait à faire folklorique. Mais French Canada, en parlant du Québec, c'est sûr qu'on l'entendait partout. Ça fait que... Pourquoi ça m'irritait? Ça me frisait tant les oreilles d'entendre au Canada anglais. Au fond, je m'ajustais bien à ma nouvelle vie. J'ai trouvé de bons amis parmi les gens que je rencontrais. Dont certains avec qui je me suis mis à faire de la musique, à travailler de nouvelles chansons. Ouais. Si j'avais à vous résumer ma vision de la création, de la composition en général, selon moi, tout ce qui a été créé de durable, même si c'était un flash au départ, ça a été retravaillé. Il y a un chanteur et poète que j'aimais beaucoup, David Berman, qui s'est suicidé récemment. Si je l'ai pris vraiment dur, celle-là. C'est la première fois que ça m'arrivait de pleurer la mort de quelqu'un que je connaissais pas, que j'aimais bien, mais que j'ai jamais rencontré. En tout cas, Berman a dit un moment donné, Allen Ginsberg was wrong about a lot of things, but especially when he said, first thought, best thought. J'ai une vision bien moins mystique de l'inspiration, comparée à quand j'étais plus jeune. Avant, j'attendais que ça me frappe. Je jouais ma guitare tout le temps, et quand je tombais sur quelque chose de nouveau puis d'intéressant, je le sentais jusqu'au bout des doigts puis des orteils quand c'était une idée prometteuse, tu sais. Je voyais ça comme un éclair qui surgit de temps à autre, mais j'essayais pas de m'asseoir en me disant « je vais composer une chanson », parce que ça donnait jamais grand-chose de mémorable. C'est seulement plus tard que j'ai compris qu'il faut pas juste attendre l'inspiration. C'est mon ami Eric qui m'a fait voir ça de même, en fait. C'est comme les surfeurs qui sortent chaque matin, peu importe. Puis ils pognent juste une super belle vague de temps en temps. Tu peux jamais savoir d'avance quand ça va cliquer. Mais le plus important, c'est de sortir, tenter sa chance, puis rider la vague, le temps qu'elle dure,
quand elle se pointe. Je pensais à ça récemment, en marchant en 2 petites averses avec mon parapluie. Des fois, ça peut se manifester dans l'appréciation qu'on a de la vie, tout simplement. Il y a une dame qui m'a vu en train de faire des petits ronds dans l'air avec mon parapluie en fredonnant la chanson qui jouait dans mes écouteurs, puis elle m'a souri. Je me suis dit, elle me voit comme quelqu'un qui esthétise la réalité. C'est un peu vrai, finalement, non? Quand on est artiste ou même juste amateur d'art, on peut ressentir la vie qu'on vit comme une œuvre d'art, qu'on essaie de sculpter, de modeler à notre manière, malgré les embûches. Mais je ne sais pas si tout le monde a accès à ce genre de... Je vais vous sortir un mot d'église, là, de béatitude. Quand on absorbe du grand art, quand un fan fini des Beatles, écoute leur musique, mettons, il y a quelque chose qui vibre en eux, non? Chaque œuvre, chaque poème, chaque chanson qui vient nous chercher, c'est un petit aperçu de ce qui est possible. Puis vous voyez, dans ce temps-là, quand on est créatif, on ressent la compulsion d'aller chercher notre instrument. Pinceau, plume. J'ai des amis qui ne comprennent pas quand je parle du sentiment, disons, religieux, de plénitude, de la transcendance, si je voulais faire mon savant. Mais vous voyez, dans ma tête, ce feeling-là, c'est quelque chose de positif. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être une affaire de « fais pas ci, fais pas ça, tu vas brûler en enfer ». Je pense qu'on ressent tous quelque chose de cet ordre-là quand on voit jouer un artiste qu'on aime dans un contexte plus intime qu'un stade sportif ou un grand théâtre. Des fois, ça peut arriver, même dans ces contextes-là. Le sentiment n'est pas très différent de ce que ressentent les membres d'une petite congrégation, me semble. Ce qu'il y a de sacré, c'est le sentiment d'intimité entre initiés. C'est ça qui fait circuler le sang dans les veines. Tu sais, l'espoir, c'est tout ce qu'il y a entre la vie et le désespoir. C'est pas juste quelque chose qu'on se dit pour se rassurer ou pour essayer d'oublier le vide noir qui gruge quand le trou est sombre et profond, puis il est là, à nos pieds, devant nous. Je pense que c'est plus facile d'en avoir quand on est croyant de l'espoir. Et je pense que c'est nécessaire de l'être pour ressentir cette vibration-là, l'énergie de l'amour universel, si on veut. Est-ce que je m'en viens trop ésotérique? Quand on est dans la foule pendant un moment spécial, quand on sait qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique, on le sent, c'est électrique. C'est pas comme le voir à la télé. Ce sentiment-là, est porteur d'espoir. Puis je pense que quand on assiste à un événement où on arrive là en souhaitant revivre ça, on espère que ça soit mémorable, mais c'est la rareté de ces moments-là, justement, qui les rend précieux. Mon ami Édouard, un jour, il ne comprenait pas quand je lui ai dit, après avoir vu un show particulièrement marquant, que c'était comme aller à la messe. C'est de ce feeling-là que je parlais. Il m'a regardé comme « Hein? Aller à la messe? » Il s'imaginait en train de s'ennuyer pendant un sermon quand il était plus jeune. Mais c'est pas de ça que je parlais. Moi, je voulais dire que je me sentais transporté par le même genre d'ardeur, disons, que les gens qui écoutent un preacher charismatique quand ils sont transportés par la ferveur de leur foi et de la grandeur de Dieu. Il y a un lien entre ce sentiment-là et celui que j'ai eu en lisant certains livres. Les sources du moi de Charles Taylor, par exemple. C'est un livre de philosophie. Ça m'a pris des années à le finir. Puis, je n'étais pas du tout d'accord avec la conclusion, finalement. Mais bref, à l'origine, il a fallu que je le lise pour un cours qui s'appelait Introduction à l'interculturel. Puis j'étais... Piou! Je me suis rendu compte que quand on est dans une minorité linguistique, on sait déjà c'est quoi être dans une situation entre deux cultures. On le vit chaque jour. Le prof, dans ce cours-là,
il était bien hyper, passionné, caféiné, puis il nous aidait à comprendre l'histoire des idées de l'Occident, à approfondir, tu sais, la notion que notre façon de penser est située historiquement, puis que c'est pas la seule façon de penser. Tout le kit. Puis là, je vous dis, là, j'étais parti, là, j'avais la piqûre. Puis j'ai dit à Édouard, qu'en lisant le livre de Taylor, j'avais l'impression de lire la Bible. Puis encore une fois, il a dit, « Hein? La Bible? » Mais ce que je voulais dire, c'était que je ressentais une sorte de stimulation intense qui me poussait à lire bien lentement pour essayer de me laisser pénétrer par le sens, disons. Vu que j'avais souvent de la misère à suivre, puis il fallait souvent que je recommence au début du paragraphe pour essayer de saisir l'idée. J'étais carrément étourdi par l'étendue de l'érudition, pour le dire d'une manière un peu pompeuse. J'avais l'impression qu'à chaque page, il y avait de nouvelles références, des noms de philosophes ou de poètes avec qui j'avais envie de me familiariser. Fait que c'est ce feeling-là que j'essayais de décrire, que je qualifierais de religieux ou de sacré en un sens, sans être théologique nécessairement. C'est-à-dire que je pensais pas que le sacré est réservé aux croyants. C'est juste qu'il est mal identifié et peut-être sous-apprécié de nos jours. Puis encore là, je parle pas du sacré religieux. Partager un repas entre amis, en famille, quand on lit tout seul, des fois au soleil sur un banc dans un parc, ou en marchant en écoutant une chanson qu'on aime bien, c'est sacré aussi. Mais pour vrai, un ami m'a demandé l'autre jour, en me niaisant un peu, depuis combien de temps je suis aux études, là? Puis sans joke, ça va bientôt faire la moitié de ma vie. À 20 ans, j'aurais jamais deviné que je choisisse cette voie-là. Mais je suis rentré à l'université à 21 ans, puis j'en suis presque pas ressorti depuis. Puis vous voyez, ça a été une sorte de conversion en moi. Je m'attendais pas à ça, à ce que j'aime autant certains cours, à quel point certaines profs allaient m'épater, m'inspirer, que j'allais continuer à étudier pendant des années de même. Au départ, c'était strictement parce que je me voyais pas travailler dans un centre d'appel pendant encore 40 ans. Ça fait que je voulais quelque chose de concret. Un bac qui allait me permettre d'avoir une meilleure job. Je savais pas trop ce qui m'intéressait. Faut dire que la remarque d'un prof de maths qui me trouvait pas mal slacker au secondaire m'était restée de travers. À quelque part dans mon esprit, quand même. Il a vu que j'écoutais pas pendant son cours. Il m'a posé une question et je lui ai dit qu'elle ne me concernait pas parce que je pensais pas aller à l'université. Sans arrêter d'écrire au tableau, il s'est tourné vers moi. I wasn't speaking to you then. I was speaking to the people who have a future. J'aimais bien le citer pendant un bout après ça. Pour dire à quel point il avait été chien avec moi, mais il a fini par m'avoir, le calice. Je suis finalement rentré à l'université à l'automne 2001, sans trop savoir à quoi m'attendre, et surtout parce que ma blonde, à l'époque, m'avait traîné à la journée porte ouverte à l'Université de Montréal au printemps pour que je me choisisse un programme à suivre. Faut que vous compreniez que je suis le petit-fils de fermier puis de femme au foyer des deux bords. Je dis ça pas pour être méprisant. Je suis fier de mes racines puis tout. Mais tu sais, je viens au départ d'un monde où des mots comme travailler puis creuser ont aucun rapport avec les idées ou les concepts. Non, ça te laisse le dos endolori et de la terre en dessous des ongles. Qu'est-ce qui m'a poussé à rester à l'université si longtemps? Je sais pas. Je m'étais pas encore vraiment trouvé une bonne job stable après mon bac en traduction, puis j'ai décidé de retourner aux études, en lettres françaises cette fois, pour apprendre à mieux écrire. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, j'avais la tête bourdonnante de l'ampleur du possible. Il y avait des choses que je cherchais à comprendre. J'avais des idées à exprimer. Je ressentais l'appel de la petite musique, de la grâce idiomatique. Je me suis rendu compte en écoutant des profs de littérature que pour eux, l'Atlantique disparaissait. Voyez-vous, pour la plupart des Franco-Canadiens, le Québec est le centre en termes de production culturelle, puis la France est comme loin. Mais pour une certaine couche de la population québécoise,
La France est très proche. La distance s'est rétrécie chez moi aussi quand même depuis. Mais ça, c'est juste parce que j'étais curieux. Je n'étais pas du tout confiant quand je me suis lancé en études littéraires. Vu que j'étais un peu plus vieux que les autres étudiants au premier cycle, rendu à la maîtrise avec eux, j'avais encore peur de passer pour un touriste ou un imposteur. Faire une maîtrise en début de trentaine avec tout ce qui se passait en même temps, la famille, la job, la musique, c'était beaucoup plus ardu qu'un bac. J'ai mis pas mal d'heures. J'ai fait le chemin de la croix. C'était vraiment pas le fun par bout. Mais je suis content d'avoir toffé. Puis là, j'aimerais ça pouvoir être prof un jour. J'ai commencé à enseigner il y a quelques années. J'ai d'abord donné des cours de français langue seconde aux adultes, surtout des nouveaux arrivants. C'était pas toujours dans les meilleures conditions et ça n'a pas toujours été facile, mais ça a été super gratifiant. J'avais l'impression d'avoir eu un impact positif direct. La tête baissée et la main tendue dans les tranchées de la francisation massive. J'étais bien fier. La première fois qu'on m'a confié un groupe. Encore aujourd'hui. Même si j'ai une couple d'années d'expérience, avant de commencer une nouvelle session avec un groupe que je connais pas, j'ai toujours le même sentiment du genre « Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis vraiment qualifié pour donner ce cours-là? » Il faut dire que je m'imaginais vraiment pas, il y a 20 ans, en arrivant à l'Université de Montréal, par exemple, qu'une vingtaine d'années plus tard, j'allais entrer au pavillon Jean-Briand en cherchant la salle où j'ai un cours à donner. Ça m'est arrivé l'automne dernier, pourtant. Je cherchais la salle partout, un peu en panique, avant mon premier cours. Et un agent de sécurité m'a montré le chemin. Il m'a ouvert la porte en souriant de ses belles dents blanches et il m'a dit, rassurant, « Allez, c'est ici, entre !»